Alors, bonjour à tous nos amis qui suivent les conférences du cercle, qui suivent mes entretiens. Là, j'en profite parce que j'avais la chance d'avoir le camarade Stéphane Edouard. Présent au J'en rapport. profite un peu de sa présence parce que je dois dire que, bon, contrairement à beaucoup de gens, moi je suis pas du tout fasciné par les youtubeurs. Et Ça tombe bien, j'en suis pas un. je sais, mais tu utilises YouTube, donc les gens font pas encore la différence entre ceux qui font de l'analyse sur YouTube et ceux qui font de la psychiatrie sur YouTube. C'est une nuance qu'ils ne voient pas encore bien. Et si tu veux, moi j'avais entendu parler de toi lors de l'affaire M6, et depuis j'ai pris l'habitude de t'écouter parce que tu fais toujours de manière très posée, très calme et très argumentée, disons, tu enfonces très délicatement le couteau dans les plaies. Oui, alors c'est très drôle parce qu'une de mes clientes m'a récemment dénommé, elle m'a surnommé misogyne délicat. Donc j'ai remplacé, mais j'avais une longue description sur Instagram, j'ai tout effacé, j'ai mis misogyne délicat. Si tu veux, c'est vrai que c'est pas faux, mais moi il y a une question que je voulais vraiment te poser. T'as une formation en sociologie, un mec brillant, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec toi. On regarde, il y a de la qualité, bon. Mais pourquoi t'as pris qu'est-ce qui t'a emmené vers ce sujet à emmerde des rapports hommes-femmes? Oui, alors c'est une... Si tu veux, moi déjà je taquine avec des sujets certes avec une emmerde ou deux à la clé, mais pourquoi aller dans ce nid qui ne peut garantir, par rapport à tes positions, que des emmerdes? Alors, c'est une bonne question et ça tombe bien, j'ai deux réponses. Puis comme il fait très froid dehors, plus je développe, évidemment, plus je m'évite la bise. Alors, deux réponses. D'abord, je suis pas uniquement sociologue, à la base, moi je suis ingénieur. Moi, quand j'étais petit, grand petit, j'en avais rien à foutre, moi, des rapports hommes-femmes. Ce que je voulais, c'était faire des Formule 1. Moi, je voulais être ingénieur en Formule 1, donc j'ai fait une maths sup, une maths spé, et une école d'ingénieur en mécanique, qui s'appelle SupMéca. Petit problème à la première semaine. Alors déjà, en sup, j'avais quelques doutes sur l'intelligence émotionnelle et le développement cognitif des bêtes à concours. Parce que des bêtes à concours, j'en ai fréquenté, j'en ai connu. J'ai sur notre petit groupe de 5 potes du lycée, tu as un polytechnicien, un supméca, un centralien, un supélec. Voilà. Donc si tu veux, cette mentalité bête à concours ingénieur, je la connais assez bien. En prépa, je l'ai trouvé un peu borné, buté et... comme dit Laurent Gérard du duo de boiteux, buté, baveux et borgne, quelque chose comme ça. Donc je l'ai trouvé un petit peu étroit dans leur appréhension des problématiques humaines. Je l'ai trouvé un peu bourrin, voilà. Donc tu sais maintenant d'où vient mon expression, l'hétéro-binaire de base, c'est mes potes de prépa en fait. Mais je me disais, c'est le contexte de pression sélective élevée qui les rend un peu comme ça. En école d'ingé, on va se la couler douce, fumer des bédos, et puis on va draguer des filles, tout va bien se passer. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que c'est un environnement très désocialisant. Qui dit désocialisant dit dévirilisant, parce que indirectement, quand tu as les couilles trop pleines, tu raisonnes mal. C'est une des caractéristiques du mal, c'est que c'est une condition nécessaire et non suffisante de se vidanger régulièrement. Alors si tu n'es pas à vidanger régulièrement, la pyramide de Maslow, tu ne passes pas à l'échelon du dessus, tu stagnes en fait. Et en école, je me suis rendu compte qu'en fait, cet environnement sclérosé, sclérosant, binaire, buté, etc., j'allais pas y survivre, en fait. Et donc, je cherchais une porte de sortie compatible avec le diplôme que je m'apprêtais à avoir. Parce que j'aime pas abandonner, donc je me suis accroché jusqu'au diplôme, et il fallait quelque chose un troisième cycle, qui reconnaisse mon diplôme afin de ne pas repartir en DUG, quoi. Parce que quand tu as fait une sup, 2 spé et une école d'ingé, que tu en as sué, et qu'on te dit tu vas repartir en DUG de dessin, ou de, je sais pas quoi, d'allemand, non, c'est pas tolérable. Et puis mes parents ne pouvaient pas se le permettre non plus. Et donc, par le pire ou le meilleur des hasards, j'ai découvert que Sciences Po proposait à l'époque ses 3e cycles aux ingénieurs, et donc j'ai fait un DEA de sociologie de l'action organisée,
à Sciences Po, à même année que Macron, promotion 2001. Enfin, je suis sorti en 2003 parce que, bon, pour des raisons qui n'intéressent personne. Et donc voilà, et en fait aujourd'hui, c'est vrai que je mets l'accent sur un des diplômes, mais en fait je pourrais tout à fait le mettre sur l'autre. Je fais de la psy, de la psychosociologie, je m'intéresse au fonctionnement des gens, mais comme un ingénieur, pas du tout comme un psy, et pas vraiment comme un sociologue. Donc ça c'est le premier élément de ma réponse, c'est que j'y suis tombé en fait, pas par passion, mais en fait pour échapper à la garnison et à la sécheresse sociale et émotive du monde de l'ingénieur pur et dur, a fortiori mécanique, quoi. Je te laisse imaginer que niveau nuance, comme on dit tout à l'heure, niveau sensibilité, c'est assez faible. Donc ça, c'est le premier élément de la réponse. Le second élément de la réponse, c'est que pendant un certain temps, parler des femmes, c'était assez cool et on ne risquait rien. Et donc, du coup, pour moi, c'était une activité fun, enfin, comment on dit fun en français, bref, divertissante, lucrative et pas dangereuse. Sauf que, comme j'en parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me demandait de définir ce que c'était que le politique, je lui avais répondu par une métaphore, je lui avais dit, bah, tu sais, parfois, tu sens que quelqu'un te suit ou te surplombe, mais tu ne sais pas exactement qui est là, mais voilà. Et je lui disais, bah, le politique, c'est quand on te fait perdre ton job, comme ça m'est arrivé sur M6, quand tu t'approches d'experts ou de spécialistes, en l'occurrence d'agences de communication censées gérer ce genre de crise et de bad buzz, et que ces gens te disent « pas de problème, on va vous prendre », et qui te rappellent le lendemain en disant « en fait, on s'est un peu renseigné, en fait, on ne va pas vous prendre ». Et que tu leur dis « mais pourquoi? Je ne comprends pas, c'est votre métier, enfin, gérer des bad buzz, gérer des crises ». Et ils vous disent « bah oui, mais en fait, oser le féminisme a des ramifications très haut, donc on ne veut pas y toucher ». Donc, voilà. Et en fait, donc du coup, j'avais utilisé cette anecdote personnelle, délit d'initié, pour expliquer à cette connaissance que, pour moi, ma préhension première du politique a commencé par le moment où j'ai compris que c'est quand tu peux rien faire, en fait. C'est quand tu as les mains dans le dos et que tu as beau avoir un petit carnet de chèques ou quelque chose et aller consulter des professionnels, on te dit, non, là en fait, vous pouvez rien faire. Là vous baissez la tête et puis vous attendez que ça passe. Donc, j'ai compris à la dure, et un peu tard, finalement, dans ma grande naïveté, que finalement, il n'y avait rien de plus politique que le sujet des relations hommes-femmes, puisque c'était un petit peu le bras armé de la bien-pensance de l'amicale progressiste, inclusive, libertaire, libertariste, etc. Donc, du coup, j'ai enchaîné... bon, alors, ça avait commencé par la radio. Donc j'étais chroniqueur radio, bon, ça a duré 17 émissions, et puis à un moment, il a été décrété que j'étais macho. Bon, après, à la télé, il a été décrété que j'étais misogyne, un peu raciste, un peu fasciste. Donc du coup, mon deuxième bouquin a été, pas dépublié, mais enfin n'a eu aucune promo, n'a été promu nulle part, etc., etc. Et du coup, bon, bah, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu fais comme tout le monde, tu fais des vidéos YouTube, quoi. Donc, voilà mes deux éléments de réponse. Premièrement, ça ne m'intéressait pas tant que ça, les bonnes femmes. Simplement, il y a pire qu'une bonne femme, c'est un ingénieur boutonneux en mécanique. Donc, pour fuir les uns, je me suis retrouvé finalement avec la soif la soif de rapport humain, de sociologie, de nuances, de finesse. Parce que je peux te garantir qu'un TD de mécanique avec des machines graisseuses dans un sous-sol à Saint-Ouen, le samedi après-midi jusqu'à 19h, avec un prof qui a connu qu'une femme dans sa vie, humainement, ça forge un homme. Ça forge un homme. Alors ça, il n'y a pas de souci. Et ce que je te dis est forgé avec le feu, ça je vois ça. Et ce que je te dis est vérifiable. Hein. Si vous voulez vivre un samedi après-midi unique et le raconter à vos enfants, vous allez le passer en TD de mécanique des huiles au sous-sol de l'école sup Méca qui se trouve à Saint-Ouen. Et après, on en reparle. Puis je te passe l'odeur. Donc pour m'échapper de ça, je me retrouve finalement chez les bobos à Sciences Po en train de brasser du concept, mais au moins il y avait de la meuf. Et voilà, donc du coup là je me dis mais c'est cool finalement, c'est un peu lucratif, pas très divertissant et pas dangereux, sauf que là en fait pas de peau, quand tu essaies de le faire sérieusement, c'est-à-dire quand tu essaies de donner une image de la femme qui ne soit pas systématiquement appréciative, mais parfois dépréciative également, quand tu essaies d'être objectif autant que possible en soulignant ses
ces zones, ces clartés et ces pénombres, comme dirait Cyrano, je ne suis qu'une ombre et vous qu'une clarté. Quand tu essaies de montrer les deux, eh bien, tout à coup, tu cotises t'es licencié, t'es viré, bon. Donc, me voilà, quoi. Ouais. Alors, si tu veux, moi, ce que j'aimerais également, parce que tu vois un peu ce que nous on fait, si tu veux, nous ce qu'on essaye de faire, c'est de présenter des gens bien à des gens bien, c'est-à-dire des gens bien qui ont des choses à dire, tu vois, des gens bien qui doivent entendre des choses pour, disons, pour se durcir un peu le cuir. Et je voulais savoir, parce que bon, t'as un verbe haut, donc moi je suis un rat de bibliothèque. Est-ce que là, tu as un projet de bouquin, quelque chose, disons, dans l'avenir prévisible? J'aimerais voir le style littéraire de Stéphane Edouard, ça m'intéresserait. Alors, très sincèrement, ma dernière expérience littéraire ayant été un traquenard, je ne suis pas très pressé. Voilà, en fait, ma dernière expérience, même pas littéraire, mais on va dire d'édition, car il n'y a pas beaucoup de littérature dans ce livre, avait pour vocation de faire le pendant à une émission de télé-réalité avec, entre guillemets, un peu de concept. Bon, en réalité, ma maison d'édition, qui est affiliée à la chaîne qui me diffusait, donc M6, a eu la rouerie de m'abêtir mon livre en permanence en me disant on l'écrit pour les femmes, tout en me reprochant d'être misogyne. Tu vois la logique ou pas? C'est-à-dire que moi qui suis supposé être misogyne, je rédigeais le meilleur ouvrage possible. Oui. Et en fait, on me relisait chaque page en m'ôtant tout ce qui... Tu détestes tellement les bonnes femmes que tu t'essayais de leur écrire un livre intelligent. Voilà, je m'adressais aux femmes... Je savais que le lectorat de ce livre serait majoritairement féminin, mais je m'y adressais comme un homme. Et mon éditeur m'a supprimé, mais rien des règles de 3, il y avait à un moment, il fallait faire une division, et ils m'ont dit non, mais elles savent pas faire, il faut faire plus simple. Et donc, mon éditeur, qui me reprochait une misogynie latente, a abêti mon livre en mettant une couverture rose fluo, des personnages ridicules, en notant toutes les références littéraires, culturelles, etc. C'est-à-dire qu'ils sont cons et misogynes inconsciemment, enfin, à leur corps défendant, quoi. Ça fait pas, c'est la haine en réalité des minorités visibles ou dites visibles ou dites invisibles, peu importe, par les gens qui les manipulent toujours. J'aime tellement les femmes que je les traite comme des connes, etc. Ils font la même chose avec d'autres. Ouais, d'accord. Donc, mes deux expériences d'édition m'ayant montré que, l'éditeur choisit ton titre, ta couve, ta com, etc. Finalement, je me rends compte que, avec un petit peu de malice et en connaissant les codes de ce qu'ils appellent le game, tu touchais finalement plus de gens avec une présence régulière sur les réseaux. Bon, sauf si tu t'appelles Eric Z ou de temps en temps tu ponds un opus et t'en vends 500 000. Mais globalement, il est quand même plus facile de faire passer un message sur les réseaux aujourd'hui que par un livre dont ensuite tu es pieds et poings liés parce que c'est pas toi qui le publicise. Voilà, ça je comprends. Dernière question, Stéphane. Parmi, par la discrimination positive, on a vu arriver toute une petite génération de petites intellectuelles conservatrices, contre lesquelles je n'ai absolument rien. Toi, si tu devais débattre avec l'une d'entre elles, tu débattrais avec laquelle? Ah bah c'est une excellente question parce que je les ai toutes invitées. Il faut savoir que j'ai animé des podcasts depuis les studios de l'Empire, c'est-à-dire depuis la base YouTube qui se trouve rue de Londres à Paris, dans leurs propres locaux. On avait pour projet avec mon partenaire, mon partner in crime, Léo, qui s'est expatrié depuis,
d'inviter en fait toutes les locutrices et interlocutrices féministes 2.0, depuis la gauchiasse jusqu'à la droitarde, depuis la plus dégénérée à la moins dégénérée, la plus subtile à la moins subtile, etc. Et il s'est chargé, et je l'ai vérifié et vu de mes yeux, de prodiguer un certain nombre d'invitations très cordiales, parfaitement professionnelles, à l'ensemble du spectre, qui allait de Peggy Sastre à... bon, je sais pas pourquoi je vais à la droite, enfin, de Peggy Sastre ça me... Eugénie Bastier. On les a toutes invitées. Certaines en direct quand on trouvait leurs coordonnées, ou parfois on passe par l'éditeur, parce que un des rares avantages à avoir été édité dans une grande maison comme Flammarion pour moi, c'est qu'il me suffit d'appeler Simone, qui était mon attachée de presse, et de lui dire « Simone, je veux le livre d'une telle », et la contacter. Donc ça, c'est un des rares bonus de l'édition, c'est d'être, entre guillemets, dans une matrice qui te permet ensuite de contacter n'importe qui, à vie, normalement. Et il faut savoir que 80% du temps, on n'avait jamais de réponse. 15% du temps, on avait un oui temporaire, mais elles étaient en vacances, en formation, en congé, à l'étranger, en grossesse, en train d'allaiter ou je sais pas quoi. Tu n'en entendais plus jamais parler. Et les 5% qui disaient oui, en général, décommandaient la veille ou l'avant-veille parce qu'elles avaient mal aux pieds ou à la tête. Donc, tous les gens que tu mentionnes nous ont systématiquement évité le débat frontal avec moi. Donc là, à un moment, tu as deux positions. Soit tu te dis, bon, bah, je suis trop con et en fait, ça les intéresse pas. Soit tu dis, bon, bah, ils sont pas sûrs d'eux, quoi. Mais c'est l'un des deux, ou je pue. C'est une des trois, je sais pas ce que t'en penses, bon, c'est une des trois, quoi. Pour l'instant, c'est pas évident, mais... Donc tous ces gens ont été invités, soit directement, soit par leur éditeur, soit par leur attaché de presse, et aucun n'a accepté l'invitation. Je n'ai toujours eu que des hommes comme interlocuteurs, avec lesquels on finit toujours d'accord. C'est bizarre, c'est ce qu'on appelle l'unanimisme. C'est qu'à la fin, quand on se rencontre en face, finalement, sans intermédiaire devant la même caméra, on est quasiment toujours d'accord. Donc je pense que ça se serait très bien passé également avec elle, mais il y a un petit problème de F, donc du logiciel féminin, et de la confrontation directe. C'est quelque chose qu'elles ont tendance à réprouver et à éviter, et c'est ce qui explique également leur moins bonne insertion dans le monde professionnel, et le fameux wage gap. Il y a la théorie selon laquelle les employeurs leur donneraient moins consciemment, qu'il suffit de démonter par un argument. Si c'était vrai, il n'y aurait que des femmes dans les entreprises. Si elles faisaient le même job en étant payées moins, dans une société capitaliste, il n'y aurait que des femmes. Et puis surtout, et puis en plus, tu as une très large partie des DRH qui ont une influence lourde sur les salaires, qui sont des femmes. Voilà. Donc, écoute, non, il est très difficile, avec ces intellectuels .es. Tu es inclusif. Oui. Je prends les codes du game. Je vois que tu travailles sur toi, Stéphane. Je veux une carrière, je suis inclusif, je suis progressiste, je suis de gauche, comme dit Lucchini, je donne, je croise quelqu'un dans la rue, je donne mon slip, mes chaussettes. Bon. Il est très difficile d'avoir un débat direct avec elle, et j'ai jamais bien compris pourquoi, mais j'ai toujours dit oui. Je n'ai refusé, en 12 ans, je n'ai refusé qu'une seule invitation à un média, et c'était il n'y a pas longtemps, et c'était, bon, peu importe lequel c'était, mais une en 12 ans. Sinon je dis quasiment systématiquement oui quand c'est fair play. Bon, c'est pas le cas de tout le monde. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous de m'avoir reçu. À bientôt, j'espère. À bientôt. Donc pour quiconque se demanderait qui je suis et ce que je fous là, tapez Stéphane Edouard sur votre moteur de recherche et puis cliquez sur un des liens. Dans notre public, tu as déjà une coterie assez sympathique. Je pense qu'il y a peu de gens qui ne te connaissent pas de l'autre côté et du miroir.